Je m'appelle Matteo Del Valle, et voici Realidad Prohibida. Ce que vous allez entendre n'est pas une histoire. C'est une blessure. Une blessure sale, infectée, qui suppure en silence depuis des décennies. C'est le genre de blessure que la société préfère ignorer. Elle la recouvre d'un pansement, fait semblant de ne pas sentir la pourriture. Mais la blessure est toujours là. Elle grandit. Elle dévore tout de l'intérieur. Aujourd'hui, nous allons arracher ce pansement. Si vous n'avez pas peur que la vérité vous laisse une cicatrice, si vous pensez que regarder l'horreur en face est la première étape pour la combattre, alors abonnez-vous. Rejoignez cette communauté qui n'a pas peur de l'obscurité, car ce que vous allez voir va vous changer. Pour toujours. Jalisco. Ce mot évoque des images de mariachis, de tequila, de champs d'agave bleus s'étendant à perte de vue. Une carte postale du Mexique pour le monde entier. Mais sous ce bleu intense, dans les replis de la Sierra, dans des quartiers qui n'apparaissent pas sur les cartes touristiques, se cachent d'autres réalités. Des réalités interdites. Cette histoire m'a trouvé. Je ne l'ai pas cherchée. Elle est arrivée une nuit, à 2h47 du matin. Un fichier audio sur mon téléphone, sans numéro, sans expéditeur. Seulement le son. D'abord, des parasites, le bruit blanc d'une mauvaise connexion, ou d'une peur qui interfère avec la technologie. Puis, une respiration, haletante, agitée, le son de quelqu'un qui a couru pendant longtemps, ou de quelqu'un qui n'a pas osé respirer profondément depuis des années. Et puis, la voix. Une femme. Un murmure qui ressemblait presque à une plainte. « Aidez-moi, s'il vous plaît. » 3 mots. Rien de plus. Mais le ton n'était pas celui de la panique. Ce n'était pas de l'hystérie. C'était quelque chose de bien pire. C'était le son de la résignation. La voix de quelqu'un qui demande de l'aide sans vraiment croire qu'il pourra l'obtenir. La dernière braise d'un feu de camp qui s'éteint. Avec l'enregistrement audio, un emplacement, un point marqué sur une carte satellite, une zone sans nom, à la périphérie de la banlieue. Un endroit que le progrès a décidé d'ignorer. Je n'ai pas réfléchi. Il y a des appels qu'on ne peut pas ignorer. Conduire jusque-là, c'est franchir une frontière invisible. Les rues pavées se transforment en chemins de terre. Les lampadaires disparaissent. Les maisons en briques et en ciment sont remplacées par des constructions en blocs gris, à moitié terminées. Des voitures démantelées jonchent les trottoirs. Des chiens maigres vous regardent d'un passé de leurs yeux vieux. Les gens dans la rue s'arrêtent quand ils voient ma voiture. Leurs regards ne sont pas curieux. Ils sont méfiants. Ici, un étranger n'est pas un visiteur. C'est une menace. Ou une erreur. L'adresse me conduit à la dernière maison d'une impasse. Elle se trouve au pied d'une colline couverte de broussailles. La maison semble faire partie de la colline. Fatiguée, enfoncée dans la terre. Les murs sont tachés d'humidité qui ressemblent à des cartes de pays inconnus. Les fenêtres sont sales. Une seule laisse passer une faible lumière jaunâtre. Le silence est anormal. On n'entend pas de téléviseur. On n'entend pas de musique. Seul le vent siffle en passant entre les câbles électriques volés. J'éteins le moteur. Le silence devient encore plus profond. Je reste dans la voiture 1 minute. 2 minutes. Je sens une oppression dans ma poitrine. Un instinct primitif me crie de partir, de faire demi-tour, d'oublier le message vocal. Mais je me souviens alors du ton, de la résignation. Je sors de la voiture. La porte de la maison n'a pas de sonnette. Elle n'a pas de poignée. C'est une plaque de métal rouillée. Je frappe avec les jointures. Le son est creux. Mort. Personne ne répond. Je frappe à nouveau, plus fort.
J'entends un bruit à l'intérieur. Un traînage de pieds. Lent. La porte s'ouvre. Juste une fente. Un œil me regarde dans l'obscurité. Qui êtes-vous? La voix est la même que celle de l'enregistrement. Mais maintenant, elle a un corps, un visage. J'ai reçu votre message, dis-je. La fente s'ouvre un peu plus. La femme qui me regarde pourrait avoir 30 ans, ou 50. La douleur vieillit sans pitié. Ses cheveux sont attachés en un chignon négligé. Elle porte un vieux t-shirt décoloré. Mais ce sont ses yeux qui vous captivent. Ils sont gonflés et vides. Elle s'écarte et me laisse passer, sans dire un mot. Entrer dans cette maison, c'est comme plonger dans de l'eau glacée. L'air est lourd, dense. Il sent l'humidité. Le désinfectant bon marché a l'odeur de pain, une tentative désespérée pour couvrir une autre odeur. Une odeur de peur ancienne, imprégnée dans les murs. Le sol est en ciment poli, humide, froid. À droite, une petite pièce. Un canapé dont le rembourrage dépasse des coutures. Une table basse, bancale. Et dans un coin, une petite fille. Elle est debout, immobile. Elle nous regarde. Sa mère. Moi. Elle ne cligne pas des yeux. Elle doit avoir environ 6 ans. Elle porte une robe trop grande et des chaussettes dépareillées. Ses pieds sont nus sur le ciment froid. Elle ne dit rien. Son silence est plus bruyant qu'un cri. Dans ses yeux, il n'y a pas de curiosité enfantine. Il y a une immobilité séculaire. Le regard d'un témoin. La femme me guide vers la cuisine. Une table en plastique, 2 chaises, une ampoule qui clignote. Elle se sert un verre d'eau. Ses mains tremblent tellement qu'elle renverse une partie de l'eau. Elle s'en moque. « Oh, je m'appelle Anna, » dit-elle. J'acquiesce. J'attends. Le silence est la langue de cette maison. Il faut apprendre à la parler. « Vous ne pouvez pas aider, » répète-t-elle les mots qu'elle a sans doute prononcés 1000 fois dans sa tête. « Mais je veux que vous écoutiez. » « J'écoute, » réponds-je. Elle s'assoit. La chaise en plastique craque sous son poids. Elle semble sur le point de se casser, comme tout dans cet endroit. « Ça a commencé avec mon grand-père, » dit-elle. Sa voix n'est qu'un fil. « Don Julian. » Dans ce village, on prononce encore son nom à voix basse. Sur la table, il y a une vieille boîte à chaussures. Anna l'ouvre. Elle en sort une poignée de photographies. Elles sont anciennes. Leurs bords sont cornés et leurs couleurs fanées. Elle les pose sur la table. Ce sont les fragments d'une histoire brisée. La première date de 1978. Une fillette d'environ 7 ans, les cheveux attachés en 2 tresses serrées. Elle tient une poupée sans tête. Son sourire est forcé. Derrière elle, un homme la regarde. Don Julian. Il ne regarde pas l'appareil photo. Il la regarde, elle. Son expression est celle de la possession, de la propriété. « C'est ma mère, » dit Anna. La deuxième photo. Une famille. Don Julian au centre, assis sur une chaise comme s'il s'agissait d'un trône. Autour de lui, des femmes et des enfants avec le même regard terne. Personne ne sourit. C'est le portrait d'un clan. Un clan construit sur la peur. Une fois, ma mère a essayé de porter plainte, poursuit Anna. Elle est allée au DIF de la municipalité. Elle était jeune. Elle avait 16 ans. Elle était enceinte de mon frère aîné. La scène se matérialise dans mon esprit. Une adolescente effrayée, dans un bureau gris. Une femme l'a reçue. Elle se limait les ongles. Ma mère lui a tout raconté, à voix basse, avec honte. Elle lui a parlé des nuits, des portes fermées, du regard de son propre père. Anna fait une pause. Elle déglutit. La fonctionnaire ne l'a même pas regardée.
Quand ma mère a eu fini, elle a soupiré. Elle s'est soufflée sur les ongles. Et elle lui a dit « Ma petite, ici, toutes les familles ont leurs problèmes. Certaines plus, d'autres moins. Le mariage arrange beaucoup de choses. Tu veux que je t'inscrive pour la distribution alimentaire de fin de mois ?» Anna frappe la table du poing. Un coup sourd, sans force. Un geste d'impuissance totale. Le système ne l'a pas vue. Il ne l'a pas écoutée. Il lui a seulement offert une aide alimentaire. Comme si un sac de riz et de haricots pouvait effacer l'horreur. La lampe de la cuisine clignote à nouveau. Pendant un instant, la pièce est plongée dans l'obscurité. Lorsque la lumière revient, le visage d'Anna ressemble à celui d'un fantôme. Ma mère a abandonné ce jour-là. Elle a compris qu'elle était seule, que sa douleur n'intéressait personne, que sa tragédie n'était qu'un numéro, un dossier que personne n'ouvrirait. Je prends l'une des photos, celle de Don Julian. Ses yeux semblent me suivre. Ce sont des yeux qui ne demandent pas. Ils exigent. Des yeux qui savent que le monde leur appartient. Un goût métallique me monte à la gorge. Le goût de la peur des autres. Qui devient la mienne? Dans le couloir, la petite fille, Luna, n'a pas bougé. Elle est toujours là, debout, surveillant. Attendant. Cette histoire ne fait que commencer. Et elle pèse déjà comme une pierre tombale. L'histoire d'Anna est une pièce sans fenêtre. Chaque mot qu'elle ajoute est une brique de plus dans le mur. Mais dans toute obscurité, parfois, un rayon de lumière se faufile. Une tentative. Un nom. Il y avait une enseignante, dit Anna, et sa voix, pour la première fois, prend une nuance différente. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est le souvenir d'une possibilité, d'un chemin qui n'a pas été emprunté. Elle s'appelait Sophia. Sophia n'appartenait pas à cet endroit. Cela se voyait à sa façon de marcher, à ses vêtements propres, à son regard qui n'avait pas encore appris à se baisser vers le sol. Elle était venue de la ville, mutée à l'école primaire du quartier. Une de ces décisions bureaucratiques qui jettent les idéalistes dans la gueule du loup. L'école était un bâtiment en béton qui respirait la tristesse. Des cours en terre battue où la poussière s'élevait à chaque rire d'enfant, et les rires étaient rares. Dès la première semaine, Sophia remarqua Luna. Impossible de ne pas la remarquer. Dans une classe bruyante et chaotique, remplie de 30 enfants qui criaient, couraient et vivaient, Luna était un point de silence absolu. Elle s'asseyait au dernier rang, dans le coin le plus éloigné de la fenêtre, comme si elle cherchait l'ombre. Elle ne jouait pas pendant la récréation. Elle restait debout près du mur, observant les autres. Pas avec envie, avec la distance d'une anthropologue, comme si elle étudiait une espèce étrange. Elle ne parlait pas. Jamais. Si Sophia lui posait une question, Luna se contentait de la regarder. Et son regard était un puits. Profond, sombre, sans fond. Il contenait une sagesse terrible pour une enfant de 6 ans. Les autres enfants l'ignoraient. Ils avaient compris que Luna vivait dans son propre monde. Un monde auquel personne n'avait accès. Sophia essaya d'y entrer. Elle lui apporta une pomme. « Regarde, Luna, comme elle est rouge. » La petite fille regarda la pomme, puis Sophia, et ne la toucha pas. Elle lui lut des contes après la classe. Des histoires de princesses et de châteaux. Luna écoutait sans bouger, ses yeux fixés sur un point du mur. Elle lui demandait de dessiner. « Dessine ta maison, Luna. Dessine ta famille. » Les dessins de Luna étaient des télégrammes de l'enfer. Elle dessinait des maisons sans porte ni fenêtres, des prisons au crayon. Elle dessinait des silhouettes humaines, mais ne leur donnait jamais de visage. C'étaient des silhouettes vides, des taches de couleurs sans identité. Un jour, elle dessina un soleil.
Sofia ressentit une petite lueur d'espoir. Mais le soleil de Luna était noir, un cercle de cire noire au centre de la feuille. Et de celui-ci tombèrent des lignes qui ressemblaient à des larmes ou à des barreaux. Sofia conserva ce dessin. Il lui glaça le sang. Le premier coup visible arriva un mardi. Luna entra dans le salon en silence, comme d'habitude. Mais en passant devant la table de Sofia, la lumière de la fenêtre éclaira sa joue. Il y avait une marque, une tache violette, de la taille d'une pièce de monnaie, dissimulée par une couche de maquillage bon marché, mal appliquée. Le cœur de Sofia fit un bond. Elle s'agenouilla à côté d'elle. « Luna, qu'est-ce qui t'est arrivé au visage ?» Luna se recroquevilla. Elle porta la main à sa joue, comme si le simple fait de la nommer lui causait de la douleur. Et elle secoua la tête. Ce jour-là, Luna ne regarda personne. Elle passa les heures, la tête baissée, les cheveux tombant sur son visage, cachant son petit et terrible secret. Sofia eut un haut le cœur. La normalité de la salle de classe devint obscène. Le bruit des enfants épelant des mots, la craie frappant le tableau noir. Tout semblait être une farce. Le vendredi, la marque n'était plus sur sa joue. Elle était sur son bras. Luna portait un pull à manches longues, malgré la chaleur. À un moment donné, en s'étirant pour attraper un crayon, sa manche remonta de quelques centimètres. Sofia le vit. Ce n'était pas un bleu. C'était une empreinte. La forme indubitable de 5 doigts. Une main d'adulte qui avait serré avec une force brutale. Il n'y avait plus aucun doute. Il n'y avait plus de place pour le déni. À la fin des cours, Sofia s'est rendue dans le bureau du directeur. Le bureau était une petite pièce, encombrée de papiers et de trophées sportifs datant d'il y a 20 ans. Il sentait la poussière et la résignation. Le directeur, Monsieur Benitez, était un homme dont l'énergie avait été émoussée par des décennies de bureaucratie et de problèmes insolubles. Il avait le regard constamment fatigué. Sofia lui expliqua la situation. Sa voix tremblait d'urgence et de colère. Elle lui parla du silence de Luna, des dessins, de l'ecchymose sur sa joue, de la marque de main sur son bras. Benitez l'écouta sans l'interrompre. Il tapotait des doigts sur une pile de circulaires tamponnés. Lorsque Sofia eut terminé, le directeur soupira. Un long soupir profond. Le son d'une bataille perdue depuis longtemps. « Maîtresse Sofia, dit-il d'une voix pâteuse, vous êtes nouvelle, vous êtes jeune. Vous croyez encore pouvoir éteindre le soleil d'un seul doigt. » Il s'affala dans son fauteuil, qui grinça sous son poids. « Je connais cette famille. Les Delval. Ils sont compliqués. Ils vivent selon leurs propres règles. Ça a toujours été comme ça. Directeur, c'est une fillette de 6 ans. Elle est battue. Nous devons faire quelque chose. Appelez la police, le DIF. » Benitez esquissa presque un sourire. Mais c'était un sourire sans joie, une grimace amère. « Et que pensez-vous qu'il va se passer ? Une assistante sociale viendra. Elle fera une visite. La famille niera tout. Ils ne trouveront rien d'anormal. Ils rédigeront un rapport. Ils le classeront. Et le soir même, la petite fille paiera les conséquences de notre ingérence. Croyez-moi, madame la professeure. Parfois, la pire chose que nous puissions faire est d'essayer d'aider. » L'air dans le bureau devint irrespirable. Chaque mot du directeur était une pelletée de terre sur un cercueil. « Alors, que dois-je faire ?» demanda Sofia, sentant qu'elle étouffait. « Je détourne le regard ?»« Faites ce que vous pouvez, » répondit Benitez, d'un ton presque paternel, ce qui était encore plus terrible. Vous leur apprenez à lire. Vous leur apprenez à compter. Vous leur offrez 6 heures par jour, dans un endroit où personne ne leur crie dessus.
Parfois, c'est tout ce que nous pouvons offrir. C'est peu, c'est misérable. Mais c'est déjà quelque chose. Il désigna la porte. L'entretien était terminé. Sophia quitta le bureau avec l'impression d'avoir reçu un coup dans le ventre. Le système n'était pas un bouclier protecteur. Il était complice, par omission, par lassitude, par lâcheté. Elle monta dans sa voiture, un vieux modèle qui mettait du temps à démarrer. Elle resta assise au volant, incapable de bouger. Ses mains tremblaient. Une vague de froid la parcourut de la tête aux pieds, malgré la chaleur étouffante. Pour la première fois, elle comprit le genre de solitude qu'Anna devait ressentir. La solitude de crier dans une pièce où tout le monde a décidé de faire la sourde oreille. Elle pleura, de rage, d'impuissance. Mais lorsque ses larmes se tarirent, quelque chose d'autre prit leur place. Une détermination froide, dure. Si le système ne faisait rien, elle le ferait. Il ne s'agissait plus de suivre le protocole. Il s'agissait de sauver une enfant. Cette décision l'effrayait. Elle savait qu'elle franchissait une ligne dangereuse. Mais l'image de la main sur le bras de Luna était plus forte que sa peur. Cet après-midi-là, elle chercha l'adresse de la famille Del Valle. En s'y rendant en voiture, elle constata que tout ce que le directeur avait dit était vrai. La pauvreté, l'isolement, l'atmosphère d'abandon. Elle arriva à la maison. La même maison où je suis assis en ce moment. Elle frappa à la porte. 1, 2, 3 fois. Anna ouvrit, et derrière elle, l'ombre apparut. Ricardo. « Il n'est pas comme grand-père », me dit Anna, interrompant son propre récit. Grand-père était bruyant. Il criait, il frappait. Ricardo est pire. Il est silencieux. Une menace qui n'a pas besoin d'élever la voix. Sophia s'est présentée. Elle a dit qu'elle était la professeure de Luna, qu'elle était inquiète. Ricardo a fait un pas en avant. Son corps bloquait la lumière. Il était grand, corpulent. Il n'avait pas le regard dur de Don Julian sur les photos. Il avait un sourire calme, presque aimable. Et c'était ce qui était le plus effrayant. « La petite va très bien », dit Ricardo, de sa voix douce. « Les enfants tombent parfois en jouant. » « Vous devriez le savoir, madame la maîtresse. Merci de votre sollicitude. Mais nous prenons soin des nôtres. » L'expression « les nôtres » résonna comme un coup de poing. Une déclaration de propriété? Sophia tenta de regarder Anna. Elle chercha un signe, une fissure dans le mur de peur. « Madame, si vous avez besoin de quelque chose... » Anna baissa les yeux. Elle secoua lentement la tête, et elle claqua la porte au nez de Sophia. Le bruit du verrou, un bruit métallique, final. Sophia resta immobile sur le seuil. Pendant un instant, elle crut entendre un sanglot étouffé de l'autre côté de la porte. Ou peut-être n'était-ce que le vent. Elle retourna à sa voiture avec un goût d'échec dans la bouche, mais aussi avec une certitude. Là-dedans, il se passait une horreur que personne ne voulait nommer. Et elle lui avait déjà donné un visage. Le visage d'une petite fille qui dessinait des soleils noirs. La porte se referma, mais pour Sophia, quelque chose s'était ouvert. Une certitude sombre et pesante. La défaite initiale ne la paralysa pas. Elle la transforma. La rage peut être un carburant très puissant. Elle s'assit dans sa voiture, garée à une rue de là, et observa la maison jusqu'à ce que la nuit l'engloutisse. Il n'y avait aucun mouvement. Aucune lumière ne s'allumait ou ne s'éteignait. C'était un mausolée. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Dans son petit appartement, entouré de livres sur la pédagogie et d'affiches motivantes qui lui semblaient désormais être une cruelle moquerie,
Elle élabora un plan. Le directeur Benitez lui avait donné un avertissement, mais aussi un indice. Je connais cette famille, les Del Valle. Ça a toujours été comme ça. Oh, depuis toujours. Ce mot résonnait dans sa tête. Cela signifiait que la blessure était ancienne, profonde. Cela signifiait qu'il devait y avoir des cicatrices quelque part, des archives, des documents. Si elle ne pouvait pas prouver le présent, elle déterrerait le passé. Le lendemain, elle se fit porter malade à l'école. Son premier mensonge. Elle se sentit bizarre, comme si elle trahissait une partie d'elle-même. Mais l'image de Luna justifiait tout. Son premier arrêt fut les archives municipales. Un bâtiment gouvernemental lugubre, avec de longs couloirs et une odeur pénétrante de vieux papiers et de négligence. L'endroit où les histoires des gens vont mourir, transformées en dossiers et en numéros de référence. Elle demanda au responsable, un homme qui semblait ne faire qu'un avec son bureau, l'accès au registre d'état civil des dernières décennies. L'homme la regarda par-dessus ses lunettes, avec un mélange d'ennui et de suspicion. « Motif de la demande ?»« Bleu » demanda-t-il d'une voix monotone. « Recherche généalogique personnelle. » Mentit à nouveau Sophia. Le mensonge lui vint plus facilement cette fois-ci. Elle passa les 8 heures suivantes dans une salle poussiéreuse, à consulter d'énormes livres, à l'écriture effacée. Elle cherchait un nom, Del Valle, et elle le trouva. Encore et encore. C'était comme démêler une toile d'araignée. Le nom de famille se répétait, se croisait, se repliait sur lui-même. Julian Del Valle, marié à sa cousine, Maria Del Valle. Leurs enfants se mariant à leur tour avec d'autres cousins Del Valle ou avec des noms de famille d'une poignée de familles voisines. Un écosystème fermé, endogame. Une recette pour le désastre génétique et le secret. Il trouva l'acte de naissance d'Anna, fille de Julian et Maria, et celui de son compagnon, Ricardo, fils d'un frère de Julian et d'une autre cousine. Ils étaient cousins germains. L'histoire se répétait. Mais parmi les actes de naissance et de mariage, il trouva autre chose. Des actes de décès. Trop nombreux. Des enfants Del Valle qui n'atteignaient pas l'âge de 5 ans. Les causes de décès étaient vagues, presque poétiques dans leur imprécision. Fièvre soudaine. Faiblesse du berceau. Mal de l'air. Sophia eut un frisson. Ce n'étaient pas des diagnostics médicaux. C'étaient des dissimulations. Et puis, elle trouva le nom. La sœur d'Anna, celle qui était morte dans l'incendie. L'acte de décès était succinct. Mort accidentelle par brûlure. Elle avait 8 ans. Le dossier avait été signé par le même juge qui avait signé la plupart des autres décès d'enfants de la famille. Un nom qui revenait aussi souvent que le nom de famille Del Valle. Accident. Ce mot lui semblait obscène. Son arrêt suivant fut la bibliothèque locale. Une petite pièce au sous-sol de la bibliothèque publique. Elle sentait l'humidité et le temps arrêté. Il demande les journaux de la semaine de l'incendie. 1982. Le principal quotidien, celui qui avait le plus grand tirage, mentionnait à peine l'événement dans une brève note dans la rubrique des faits divers locaux. Tentative d'incendie dans une propriété rurale. Sans mentionner la victime. Sans détail. Mais Sophia se souvint que dans les petits villages, la vérité se cache souvent dans les petits journaux, ceux qui n'ont pas d'annonceurs importants à protéger. Elle demanda un hebdomadaire local qui avait cessé de paraître depuis des années. La Voz del Pueblo. Elle l'a trouvé en page 3. Le titre était percutant. Mr. Une fillette meurt dans des circonstances étranges. Des voisins rapportent avoir entendu des cris et une dispute familiale quelques heures
avant l'incendie. L'article était plus détaillé. Il interviewait anonymement 2 voisins. L'un d'eux parlait d'une violente dispute qui avait été entendue dans toute la rue. L'autre affirmait avoir vu Don Julian faire sortir les autres enfants de la maison, mais pas la fillette qui est morte. Il a déclaré que cela ressemblait à une punition qui avait dégénéré. L'article se terminait par une phrase qui résonnait dans le silence de la salle des archives. Les autorités ont qualifié cet événement d'accident, tragique, et ont clos l'enquête. Sophia photographia l'article avec son téléphone. Ses mains ne tremblaient pas. Elles étaient froides, fermes. Elle avait désormais quelque chose, un schéma. Une mort suspecte, un système qui détournait le regard. Forte de ces nouvelles informations, elle décida de tenter une nouvelle fois la voie officielle. Mais cette fois-ci, elle n'irait pas au DIF local. Elle se rendrait à la capitale de l'État. Au parquet spécialisé dans les délits contre les mineurs, un nom ronflant qui promettait justice. Elle prit un bus tôt le matin. Le trajet de 2 heures lui permit de mettre de l'ordre dans ses pensées. Elle prépara un dossier avec des copies des procès-verbaux, avec la photo de l'article de journal, avec ses propres notes sur le comportement de Luna. Le parquet occupait un bâtiment moderne de verre et d'acier. Un contraste brutal avec le monde de poussière et d'oubli d'où elle venait. Pendant un instant, elle ressentit de l'espoir. La salle d'attente était pleine. Des mères avec des bébés dans les bras, des adolescents au regard provocateur, des grands-parents au visage marqué par l'inquiétude. La douleur avait de nombreux visages. Elle attendit 3 heures et 40 minutes. On l'appela par haut-parleur. Sofia Mendoza, guichet 4. Le guichet 4 était une petite cabine en acrylique. De l'autre côté, une femme d'âge moyen, le visage marqué par la fatigue et le cynisme, l'a reçue sans la regarder dans les yeux. Elle était plus intéressée par sa tasse de café. Sophia lui expliqua tout. Elle posa les documents sur le comptoir. Elle lui montra la photo du journal sur son téléphone. Elle parla d'une voix claire et ferme, comme une enseignante exposant un fait irréfutable. La fonctionnaire écouta, acquiesçant de temps en temps. Elle prit les papiers sans intérêt. Elle les parcourut rapidement. « Cela date de plus de 20 ans, dit-elle en montrant la copie de l'article. Tous les délits sont désormais prescrits. Mais cela montre une tendance, insista Sophia. Cette famille est un foyer de danger. Et il y a une petite fille qui est en danger actuellement. Mon élève, Luna. Avez-vous des preuves du danger actuel ? Demanda la femme. Son ton était celui de quelqu'un qui suit un script. J'ai les dessins. J'ai vu les bleus. La marque d'une main. Avez-vous des photos des blessures ? Un rapport médical ? La déclaration de la petite fille ? Non. La petite fille ne parle pas. Et la famille m'a fermé la porte. La fonctionnaire soupira. Le même soupir que le directeur Benitez. C'était le soupir officiel de la bureaucratie. Mademoiselle, Mendoza, c'est ça ? J'apprécie votre préoccupation. Vraiment. Mais sans preuve physique et actuelle, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas demander un mandat pour entrer dans une maison sur la base de dessins et d'un vieil article de journal. Ce serait une violation des droits. L'ironie de la phrase fit presque rire Sophia. Le système protégeait les droits du possible agresseur, mais pas ceux de la victime. Écoutez, poursuivit la femme d'un ton faussement conciliant. Faisons comme ça. Remplissez ce formulaire. Il s'agit d'une demande d'intervention pour situation potentiellement dangereuse. Une équipe de travailleurs sociaux l'évaluera. S'ils estiment qu'il y a lieu d'intervenir,
ils programmeront une visite à domicile. Elle lui glissa un formulaire de plusieurs pages à travers la fente. « Et combien de temps cela prend-il » demanda Sophia, même si elle connaissait déjà la réponse. « Cela dépend de la charge de travail. »« Cela peut prendre 1 mois, ou 3, ou plus. Il y a beaucoup de cas, mademoiselle. Beaucoup. 3 mois. Une éternité dans la vie d'une enfant piégée. » Sophia regarda le formulaire. Il était rempli de cases à cocher, de termes juridiques, d'espaces pour joindre des preuves qu'elle n'avait pas. C'était un labyrinthe conçu pour que vous vous y perdiez. Un mur conçu pour que vous vous écrasiez contre lui. Elle sentit un frisson la parcourir. C'était le froid du système. Impersonnel. Implacable. Elle ne prit pas le formulaire. « Merci », dit-il d'une voix qu'il ne reconnut pas comme étant la sienne. « Je crois que j'ai perdu mon temps. » Il se retourna et s'en alla. Alors qu'il marchait dans le couloir en marbre poli, il entendit la fonctionnaire appeler le numéro suivant. Folio 87, guichet 4. Le système suivait son cours, broyant des histoires, archivant la douleur. Le trajet du retour fut un flou. L'espoir s'était évanoui, remplacé par une rage glaciale. Le système ne l'aiderait pas. Elle était seule. Et si elle était seule, elle devrait jouer selon ses propres règles. Elle arriva à son appartement à la nuit tombée. Elle se servit un verre d'eau. Mais ses mains tremblaient tellement qu'elle le renversa par terre. Le verre se brisa en 1000 morceaux. Elle resta là à regarder les morceaux éparpillés sur le sol. Brisés, irréparables, comme l'enfance de Luna. À ce moment-là, elle prit une décision. Si le système voulait des preuves, elle les lui donnerait. Elle obtiendrait une preuve si irréfutable que même le plus cynique des bureaucrates ne pourrait l'ignorer. Et elle savait que pour cela, elle devait retourner à la maison. Elle devait retourner dans l'obscurité. Anna se tait. Le souvenir de la porte qui se refermait au nez de Sophia lui fait encore mal. C'est l'écho de sa propre capitulation. Mais l'histoire de l'enseignante ne s'arrête pas là. Pour certaines personnes, la défaite est un poison qui paralyse. Pour d'autres, c'est un acide qui dissout la peur. Sophia appartenait au 2e groupe. Ce soir-là, dans son appartement, alors qu'elle ramassait les morceaux de verre brisés, quelque chose a changé en elle. Le tremblement de ses mains s'est arrêté. Il a été remplacé par un calme glacial, une lucidité terrifiante. Le système voulait des preuves irréfutables. Elle allait les obtenir. Elle savait qu'elle ne pouvait plus frapper à cette porte. Elle ne pouvait pas affronter Ricardo à nouveau. Elle devait devenir une ombre, invisible, une observatrice. Le plan était simple, désespéré, dangereux. Elle utiliserait sa voiture comme poste d'observation. Elle se garerait dans l'obscurité, à une distance sûre, et attendrait. Elle attendrait aussi longtemps qu'il le faudrait, avec son téléphone à portée de main. La première nuit fut une leçon de patience et de peur. Elle se gara au bout d'une rue adjacente, à un endroit d'où elle pouvait voir l'une des fenêtres latérales de la maison Del Valle. La fenêtre à l'étage. Le moteur de sa voiture refroidit. Le silence extérieur s'infiltra à l'intérieur. C'était un silence vivant, plein de craquements, d'aboiements lointains, du murmure du vent. Chaque ombre ressemblait à une silhouette humaine. Chaque bruit, à un pas qui se rapprochait. Il sentait son pouls battre dans ses tempes. Le temps s'écoulait lentement. Les heures passaient avec une lenteur cauchemardesque. La maison restait plongée dans l'obscurité. Un bloc de noirceur impénétrable. À 4 heures du matin, il abandonna. Il rentra chez lui, les muscles raides et les yeux brûlants. La deuxième nuit fut identique. Obscurité. Silence. Rien. Il commença à douter.
Et si l'horreur ne se produisait qu'à huis clos, au centre de la maison, loin de toute fenêtre? Et s'il perdait son temps? Il était sur le point de partir. La frustration lui laissait un goût amer dans la bouche. Mais elle pensa à Luna, à son regard vide, au soleil noir. Et elle resta. La troisième nuit, quelque chose changea. Il était presque 11 heures. Il pleuvait. Une pluie fine et persistante tambourinait sur le toit de la voiture. Une lumière s'alluma à la fenêtre de l'étage supérieur. Le cœur de Sofia fit un bond. Elle se redressa sur son siège. Elle prit son téléphone. Ses doigts étaient engourdis par le froid et la nervosité. Elle ouvrit l'application appareil photo. La fenêtre était à environ 30 mètres. À travers la pluie et l'obscurité, l'image sur l'écran du téléphone était granuleuse, floue. Mais on voyait quelque chose. Elle vit une silhouette d'enfant. Luna. Elle se tenait debout au milieu de la pièce, immobile, comme une petite statue. Puis, une autre silhouette entra dans le cadre. Plus grande, plus large. Ricardo. Sofia retint son souffle. Il n'y avait aucun son. La scène ressemblait à un film muet, une pantomime de l'horreur. Ricardo se planta devant la petite fille. Il lui dit quelque chose. Sofia ne pouvait pas l'entendre, mais elle vit le geste. La tête de Luna s'inclina. Puis Ricardo leva la main. Ce ne fut pas un mouvement rapide. Ce ne fut pas un acte de colère explosive. Ce fut lent, délibéré, presque paresseux, comme un père qui va corriger une faute d'orthographe dans le cahier de son fils. La main descendit et frappa la joue de Luna. La tête de la petite fille se tourna sous le choc. Mais son corps ne bougea pas. Elle ne tomba pas. Elle ne se couvrit pas le visage. Elle resta simplement là, acceptant le coup, comme s'il s'agissait d'une partie inévitable de la nuit, comme la pluie, comme l'obscurité. Ricardo ne s'arrêta pas. Il dit autre chose et leva à nouveau la main. Sofia était en train de filmer. Ses mains tremblaient si violemment que l'image était secouée. Elle priait pour que la caméra soit bien réglée, pour qu'on voie quelque chose, n'importe quoi. La deuxième gifle fut tout aussi lente, tout aussi calculée. Puis Ricardo se retourna et sortit du cadre. La lumière s'éteignit. La fenêtre redevint un rectangle noir. Sofia resta les yeux rivés sur l'écran de son téléphone. La vidéo durait 17 secondes. 17 secondes d'horreur silencieuse et granuleuse. Elle sentit une vague de nausée la submerger. Elle ouvrit la portière de la voiture et vomit sur le trottoir. Son corps tremblait de manière incontrôlable. Ce n'était pas le froid. C'était une réaction physique à la pure méchanceté. Elle avait la preuve. Une preuve terrible, sale, imparfaite. Mais c'était une preuve. Il rentra en ville comme un automate. Il monta dans son appartement et resta assis dans le noir pendant des heures, le téléphone à la main, comme s'il s'agissait d'un objet radioactif. Le lendemain, il ne se rendit pas dans la capitale. Il se rendit au bureau du procureur de la ville principale. Elle pensait qu'étant donné qu'il s'agissait d'une affaire locale, elle aurait peut-être plus de chance. C'était une erreur. La salle d'attente était encore plus déprimante que celle du parquet général. Les chaises étaient cassées. Les murs, tachés. Après 2 heures d'attente, un agent du ministère public la reçut. Un jeune homme, vêtu d'un costume impeccable et dont la présence professionnelle semblait en décalage avec l'environnement. Sur le bureau, une plaque en acrylique indiquait son nom. Maître Carmona. Sofia, cette fois-ci, s'exprima avec franchise. « J'ai des preuves de situations difficiles impliquant des mineurs. Une vidéo. » Maître Carmona a légèrement haussé un sourcil, et pendant un instant, Sofia a ressenti une lueur d'espoir.
Son intérêt semblait sincère. « Montrez-la-moi », a-t-il dit. Sofia lui a tendu son téléphone. Maître Carmona a regardé les 17 secondes de vidéo. Une fois. 2 fois. Il a zoomé sur l'image. Puis, il lui a rendu son téléphone. Il se cala dans son fauteuil. Il joignit le bout de ses doigts. « Intéressant », dit-il. Un mot qui ne voulait rien dire. « La qualité est très mauvaise, mademoiselle Mendoza, » poursuivit-il. « Il fait sombre. Il pleut. L'image est pixelisée. Franchement, on ne peut identifier avec certitude aucune des personnes présentes dans la vidéo. »« Mais je les ai identifiées », s'exclama Sofia. « C'est Ricardo Del Valle et sa fille, Luna, mon élève. »« Votre témoignage est important, » concéda Carmona, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Mais légalement, il s'agit d'un témoignage. Ce n'est pas une preuve d'expert. La défense soutiendrait que vous avez quelque chose contre cette famille, que la vidéo pourrait montrer n'importe qui, n'importe où, qu'elle a été manipulée. Chaque mot était un clou dans le cercueil de son espoir. Il n'y a pas de son, ajouta-t-il, comme s'il énumérait les points d'une liste de contrôle. Nous ne pouvons pas savoir ce qui a été dit. Nous ne pouvons pas établir qu'il y a eu une menace verbale. Il l'a frappé, s'écria Sofia, désespérée. On voit clairement qu'il le frappe. On voit un mouvement, corrigea l'avocat avec une précision cruelle. Un mouvement qui pourrait être interprété de plusieurs façons. Compte tenu de la qualité, cela pourrait être un jeu, un geste. La vidéo est, en termes juridiques, ambiguë. Ambigu. Le même mot qu'on lui avait dit dans la capitale. C'était le mot magique du système pour ne rien faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Demanda Sofia. Sa voix n'était qu'un murmure. Maître Carmona ouvrit un tiroir et en sortit un formulaire. Il était différent de celui du parquet, mais son objectif était le même. Nous pouvons ouvrir un dossier d'enquête pour violence familiale assimilée, dit-il, comme s'il lui rendait un grand service. Vous déposerez votre déclaration. Nous joindrons la vidéo comme preuve. Et nous demanderions à un juge d'instruction une ordonnance pour qu'un psychologue expert évalue la mineure. Et combien de temps cela prendrait-il ? Eh bien, le juge a 72 heures pour décider s'il accorde l'ordonnance. S'il l'accorde, le dossier est transmis au service d'expertise. Ils ont une longue liste d'attente. Cela pourrait prendre quelques mois avant qu'un expert soit désigné. Ensuite, l'évaluation, dans le meilleur des cas, nous pourrions avoir un rapport d'expertise dans 4 ou 5 mois. 5 mois. Sofia eut le souffle coupé. Elle regarda Maître Carmona, son costume impeccablement repassé, son bureau bien rangé. Ses yeux dépourvus de toute empathie. Elle comprit. Le système n'était pas défaillant. Il fonctionnait à la perfection. Il était conçu pour être lent, pour être compliqué, pour décourager, pour que les gens abandonnent. C'était un monstre qui se nourrissait de temps et d'espoir. Et elle n'avait plus ni l'un ni l'autre. Elle se leva. Elle ne dit rien. Elle ne prit pas le formulaire. Elle sortit du bureau, du bâtiment. Et elle marcha sans but dans les rues. Le monde continuait de tourner. Les gens faisaient leurs achats. Ils riaient. Ils vivaient. Et à quelques kilomètres de là, une petite fille attendait la nuit. Anna termine son récit. Les larmes qu'elle n'avait pas versées auparavant coulent maintenant sur ses joues. « Je ne l'ai plus jamais revue, » dit-elle, la voix brisée. Quelques jours plus tard, nous avons appris à l'école qu'elle avait demandé à être mutée. Elle est partie. Elle a tout simplement disparu. Le directeur Benitez a dit qu'elle était partie pour des raisons personnelles.
L'héroïne n'a pas gagné. L'héroïne a été expulsée. Le système l'a dévorée et recrachée. La dernière lueur d'espoir s'était éteinte, et l'obscurité était devenue totale. Le silence dans la cuisine est absolu. L'histoire de Sophia est un fantôme qui s'est assis à table avec nous. Soudain, un bruit nous fait sursauter. C'est Luna. Elle s'est réveillée. Elle est assise par terre, la couverture à côté d'elle. Elle nous regarde. Ses yeux sont clairs, éveillés. Elle ouvre la bouche. Et pour la première fois depuis mon arrivée, elle dit un mot. Un seul. « Oh, froid !» murmure-t-elle. Et elle se serre dans ses bras, tremblante. Le mot « froid » reste suspendu dans l'air. Un seul mot, prononcé par une petite fille qui ne parle pas et qui résume tout. Le froid des sols en ciment, le froid des nuits sans chauffage, le froid d'une main qui frappe, le froid d'un système qui vous tourne le dos. Anna se lève d'un bond, comme si le mot de sa fille était une décharge électrique. Elle se dirige vers Luna et l'enveloppe dans la couverture usée. Elle la serre dans ses bras avec une force désespérée, comme si la chaleur de son corps pouvait la protéger d'un froid qui n'est pas physique. « Elle a toujours froid », murmure Anna, plus pour elle-même que pour moi. Même en été. Elle me regarde. Il y a quelque chose de nouveau dans ses yeux. Une décision. Elle a raconté l'histoire de la maîtresse, l'histoire de sa propre fuite ratée. Maintenant, elle va déterrer les morts. « Vous voulez savoir où tout a commencé ?» demande-t-elle. Sa voix est plus ferme. Ça n'a pas commencé avec les coups. Ça a commencé avec une idée. Une idée. Les idées peuvent construire des cathédrales, ou elles peuvent construire des enfers. Mon grand-père, Julian, n'était pas un homme stupide. C'était un homme avec une philosophie, un prophète de sa propre religion pourrie. Anna retourne à la table. Elle s'assoit. Son corps ne tremble plus. Il est maintenant rigide, comme une statue de sel. Ma mère me le racontait à voix basse, quand elle pensait que personne n'écoutait. Elle me racontait comment il était quand il était jeune, comment il avait rencontré ma grand-mère Maria. L'histoire remonte aux années 50. Un village plus petit, plus isolé, un endroit où les traditions pesaient plus lourd que la loi. Julian n'était pas du village. Il venait de l'extérieur. Personne ne savait exactement d'où. Il était calme, travailleur, et avait un regard qui mettait mal à l'aise. Une intensité que les gens confondaient avec de la détermination. Il remarqua Maria. C'était sa cousine éloignée. La plus jolie de la famille, disait-on. Julian ne la courtisa pas avec des fleurs ou des mots doux. Il la courtisa avec le silence, avec sa présence. Il apparaissait là où elle se trouvait. Il la regardait de loin. Une surveillance constante que Maria, jeune fille naïve, confondait avec de la dévotion. Ils se marièrent. Et la porte de la maison se referma. Ma grand-mère Maria fut la première prisonnière, dit Anna. Au début, elle croyait que c'était de l'amour, que la jalousie de Julian, son besoin de toujours la voir à la maison, était la preuve de son amour pour elle. Mais bientôt, l'amour s'est révélé pour ce qu'il était, du contrôle. Julian avait une Bible. Mais c'était une Bible écrite par lui-même. Son premier commandement était la pureté. Il disait que le sang de la famille était fort, explique Anna, mais qu'il était fragile. Que le mélanger avec celui des étrangers l'affaiblissait, le contaminait. Il disait que le monde extérieur était pourri et que la seule façon de survivre était de créer son propre monde, une arche. Et lui était Noé. La folie se déguise souvent en logique.
Le deuxième commandement était le silence. Le bruit était une faiblesse, murmure Anna, comme si elle craignait que le fantôme de Juliane puisse l'entendre. Les plaintes, les pleurs, les rires trop forts. Tout cela était une fissure dans la forteresse qu'il construisait. Le silence était l'ordre. C'était le contrôle. C'était la force. Pour imposer le silence, Juliane inventa des outils. Le plus célèbre, dans la mémoire de la famille, était la cuillère. Une cuillère en métal, grande, lourde, celle qui servait à servir la soupe. Chaque soir, raconte Anna, après le dîner, mes oncles et ma mère, qui étaient alors enfants, devaient s'asseoir en rang sur un banc en bois, dans un silence absolu, pendant 1 heure. Je peux imaginer la scène. De petits enfants, les jambes pendantes, luttant contre le sommeil, contre le besoin de bouger, de chuchoter. Juliane s'asseyait en face d'eux, la cuillère à la main, et il la refroidissait dans un verre d'eau glacée. Si l'un des enfants faisait du bruit, un éternuement, une toux, un soupir, Juliane se levait. Anna s'interrompt, elle passe sa main sur son cou. Il s'approchait de l'enfant et lui posait la cuillère glacée sur la nuque, ou sur la joue, ou dans la main, et la laissait là, sans dire un mot, jusqu'à ce que l'enfant cesse de trembler. Le froid. Encore le froid. Pas comme une punition, comme une méthode d'enseignement. Ma mère disait que le choc du métal glacé était pire qu'un coup, parce qu'il ne laissait aucune marque visible. Mais le froid vous pénétrait jusqu'à l'âme, et vous appreniez. Vous appreniez à contrôler votre corps, votre respiration. Vous appreniez à être une statue. Ce souvenir n'est pas celui d'Anna, mais elle le ressent dans sa propre chair. Le frisson est visible. Ses épaules tremblent, ma propre peau se hérisse. La pièce semble avoir baissé de plusieurs degrés. « Et ta grand-mère ?»« Maria ?» demandai-je. Ma grand-mère a essayé de se rebeller. « Au début, » dit Anna. Une fois, quand ma mère était bébé, Juliane l'a punie parce qu'elle pleurait trop. Il l'a enfermée dans une pièce sombre pendant des heures. Ma grand-mère lui a tenu tête. Elle lui a crié dessus. Elle lui a dit qu'il était un monstre. Juliane ne lui a pas levé la main. Sa cruauté était plus sophistiquée. Il ne lui a pas adressé la parole pendant 1 mois, dit Anna. Il la traitait comme si elle était invisible. Il mangeait la nourriture qu'elle préparait, mais ne la regardait pas. Il dormait dans le même lit, mais lui tournait le dos. Il l'a complètement isolée dans sa propre maison. Il l'a tuée toute vive. Au bout d'1 mois, Maria a craqué. Elle l'a supplié de lui pardonner. Et il lui a pardonné, dit Anna avec amertume. Mais à partir de ce jour-là, elle a compris. Soit elle était avec lui, soit elle n'était rien. Et elle a choisi d'être avec lui. Elle est devenue son soldat le plus loyal. C'est elle qui a commencé à appliquer la punition de la cuillère quand il n'était pas là. C'est elle qui a appris aux filles à obéir, à se taire, pour survivre. Elle est devenue partie intégrante du système pour ne pas être détruite par lui. L'horreur devient plus complexe. Ce n'est pas un seul monstre. C'est un monstre qui crée d'autres monstres, ou qui oblige ses victimes à mettre le masque du monstre pour survivre. Il y a eu une tentative pour demander de l'aide à l'extérieur, se souvient Anna. Ma mère m'a raconté que ma grand-mère était allée se confesser au prêtre du village, un vieil homme. Elle lui a raconté en larmes ce qui se passait chez elle. Elle lui a parlé de la peur, du silence. La scène est un cliché, mais un cliché qui se répète à l'infini dans l'histoire de la violence. Le curé l'a écoutée patiemment. Et quand elle a eu fini,
Il lui a posé la main sur la tête. « Ma fille, lui a-t-il dit, le mariage est une croix, et Dieu donne à chacun la croix qu'il peut porter. Ton devoir est d'obéir à ton mari. Prie pour lui. La patience est une vertu chrétienne. » Anna crache ces mots comme s'ils étaient du poison. L'Église, le premier système, lui a fermé la porte au nez. Elle lui a dit que sa souffrance était la volonté de Dieu. Maria n'a plus jamais demandé d'aide. C'est ainsi que le clan s'est construit. Sur le fondamentalisme d'un fou, la capitulation d'une victime et l'indifférence du monde extérieur. Les murs de la maison ne protégeaient pas seulement la famille. Ils la protégeaient du jugement. Ils donnaient à Juliane un pouvoir absolu. Et quand on a le pouvoir absolu, la cruauté devient une habitude. Puis, un plaisir. Mon oncle Matteo, l'aîné, a été le premier à vraiment le défier. Raconte Anna. Ce nom me frappe. C'est mon nom. Une terrible coïncidence. Il avait 14 ans. Il était fort. Et il n'avait pas peur. Ou il le cachait très bien. Un soir, Juliane a voulu punir ma mère pour une bêtise. Pour avoir renversé un verre de lait, il allait utiliser la cuillère. Matteo s'est interposé. « Ne la touche pas », lui a-t-il dit. C'était la première fois qu'un homme de la maison élevait la voix contre Juliane, raconte Anna. Une lueur de fierté brille dans son regard. Le silence qui a suivi était total. Juliane regarda son fils. Il n'y avait pas de colère sur son visage. Il y avait de la surprise. Et puis, une sorte d'intérêt clinique. Comme un scientifique qui observe une réaction inattendue dans une expérience. « C'est bon », dit Juliane. Il posa la cuillère sur la table. Et il alla dans sa chambre. Cette nuit-là, il ne se passa rien, ni la suivante. « Nous avons cru qu'il avait gagné », murmura Anna. Que quelqu'un avait enfin brisé le sort. C'était une illusion. Une semaine plus tard, Julien demanda à Matteo de l'aider à réparer un mur de pierre au fond du terrain. Ils partirent tous les deux seuls. « Matteo n'est jamais revenu », dit Anna. Sa voix se brise. Julien est revenu au coucher du soleil, seul, avec ses vêtements couverts de terre. Il a dit que Matteo avait glissé, qu'une pierre lui était tombée sur la tête. Un accident. Personne ne l'a cru. Mais personne n'a osé le dire. Ils ont appelé le seul médecin du village, un homme qui devait de l'argent à Julien. Le médecin a signé le certificat de décès sans même voir le corps, raconte Anna. Cause du décès, traumatisme crânien accidentel. Il a reçu son paiement. Et le système, une fois de plus, a validé le mensonge. Matteo a été enterré dans la cour arrière. Sans croix, sans nom. C'était un message. Toute rébellion serait punie de mort. Et le monde extérieur ne ferait rien. Ce jour-là, le clan maudit de Jalisco a été scellé par le sang. Et tous ceux qui restaient à l'intérieur ont appris la leçon finale. Il n'y a pas d'échappatoire. La mort de Matteo, l'oncle qui a osé dire non, n'était pas une fin. C'était une fondation. Les fondations de sang sur lesquelles le reste de la forteresse a été construit. Après cela, la résistance est morte. Le silence est devenu plus lourd. L'obéissance absolue. Les enfants ont grandi dans cet environnement toxique, respirant la peur comme s'il s'agissait d'oxygène. Et lorsqu'ils ont grandi, le cycle a repris. Les filles de Juliane ont épousé leurs cousins. Les fils, leurs cousines. L'arbre généalogique est devenu un nœud aveugle, un enchevêtrement de liens interdits qui garantissait la pureté dont parlait le patriarche. Anna est née dans cette deuxième génération. Elle est née prisonnière. Je n'ai pas connu mon grand-père Juliane à son apogée,
dit Anna. Quand j'étais enfant, c'était déjà un vieil homme. Il passait ses journées assis sur une chaise, sous le porche, à observer. Il n'avait plus besoin de la cuillère. Sa légende suffisait. Sa seule présence était une punition. Mais le poison de ses idées avait déjà infecté ses enfants. Ricardo, le cousin d'Anna, son compagnon, le père de Luna, en était l'héritier. Ricardo n'est pas un leader comme son grand-père, explique Anna. C'est un gardien. Un geôlier qui croit protéger un trésor. Il idolâtre la mémoire de Julian. Il répète ses phrases. Il essaie d'imiter sa cruauté, mais il lui manque l'intelligence. Julian était un architecte du mal. Ricardo n'est qu'un voyou. Un voyou doté d'un pouvoir absolu. Une combinaison dangereuse. Et puis, Anna a atteint son propre point de rupture. Le jour où elle a décidé de s'enfuir. Ce n'est pas un coup qui m'a fait fuir, précise-t-elle. C'était un mot. Ricardo avait bu. Il était plongé dans une rage silencieuse et alcoolique depuis 3 jours. Anna et Luna marchèrent sur la pointe des pieds dans la maison, essayant d'être invisibles. Luna, qui avait alors 5 ans, a trébuché et renversé un verre d'eau. Un accident enfantin. Un péché mortel dans cette maison. Ricardo ne lui a pas crié dessus. Il ne l'a pas frappée. Il a fait quelque chose de bien pire. Il l'a assise sur une chaise en face de lui. Il s'est agenouillé pour être à sa hauteur. Et d'une voix douce, presque tendre, il lui a dit « Tu es comme ta grand-mère. Tu as son sang. Et tu seras mienne. Comme elle était mienne. Comme elles ont toutes été miennes. » Le mot était « mienne ». Une déclaration de propriété qui englobait des générations. Anna vit dans les yeux de Luna la terreur, la confusion et le début de la résignation. Elle vit sa propre mère. Elle vit sa grand-mère. Elle vit le cercle se refermer sur sa fille. Cette nuit-là, quand Ricardo s'est enfin endormi, ivre, j'ai su que c'était maintenant ou jamais, raconte Anna. Ce n'était pas un plan. C'était un instinct. L'instinct d'une mère qui voit un loup s'approcher de son petit. Elle prit Luna dans ses bras. La petite fille se réveilla, mais ne fit aucun bruit. Elle avait appris la valeur du silence. Elle ouvrit la porte d'entrée. Le grincement du métal rouillé lui sembla être un coup de tonnerre. Et elle courut. Elle courut dans les rues sombres, pieds nus, sa fille accrochée à son cou. Elle ne regarda pas en arrière. L'histoire du camion, l'arrivée à la gare routière centrale. La rencontre avec les policiers. Anna me raconte tout cela à nouveau, mais cette fois-ci, avec plus de détails. Des détails que la douleur avait omis auparavant. Le vieux policier, celui qui bâillait. Il sentait le tabac et le café bon marché. Son badge portait un nom. Vargas. Un nom qu'Anna n'oubliera jamais. « Je l'ai supplié, » dit Anna, la voix étranglée. « Je lui ai dit qu'il allait nous tuer. Je lui ai montré un bleu que j'avais au bras, caché sous ma manche. Il l'a regardé. Et il m'a dit, « Madame, si toutes les femmes qui ont des bleus voulaient que nous mettions leur mari en prison, il n'y aurait pas assez de place. Réglez vos problèmes chez vous. Réglez vos problèmes chez vous. » La phrase qui a condamné des milliers de femmes. La nuit sur le banc de la gare. Le froid qui leur transperçait les os. Luna tremblant dans ses bras. Chaque ombre qui passait était Ricardo, venu les chercher. Le lendemain, l'odyssée bureaucratique. Le ministère public. La salle d'attente qui sentait la défaite. Le jeune avocat, celui qui tapait sans arrêt sur son clavier. Il s'appelait Ramirez. Quand je lui ai parlé de l'inceste, de mon cousin, se souvient Anna, il a arrêté de taper. Pendant une seconde, il m'a regardé et j'ai vu quelque chose dans ses yeux.
Ce n'était pas de l'empathie. C'était du dégoût. Mais pas du dégoût envers Ricardo. Du dégoût envers moi. Comme si c'était moi qui étais sale. L'anormal. Il lui a posé des questions qui n'avaient rien à voir avec la violence. Et vous étiez d'accord au début? Votre famille a-t-elle toujours été comme ça? Ne pensez-vous pas que c'est plutôt un problème culturel? Il la jugeait. Il la blâmait. À la fin, il m'a dit la phrase qui a tout gâché. « Madame, soyons honnêtes. Vous allez retourner avec lui, n'est-ce pas? Dans 90% des cas comme le vôtre, les femmes retournent avec leur agresseur. Nous investissons des ressources, du temps, et la semaine suivante, nous apprenons qu'il a déjà obtenu son pardon. » Le système n'était pas seulement indifférent. Il était cynique. Il tenait pour acquise la défaite de la victime. Anna est sortie de ce bureau brisé en 1000 morceaux. La dernière lueur d'espoir s'était éteinte. Le monde extérieur, le monde des lois et des droits, était une imposture, un mirage. Elle n'avait pas d'argent. Elle n'avait pas mangé depuis 24 heures. Luna avait de la fièvre. Elle s'assit sur le trottoir, devant le bâtiment administratif. Et elle pleura. C'est alors qu'une voiture s'arrêta à côté d'elle. C'était Ricardo. Il n'avait pas l'air en colère. Il ne semblait pas inquiet. Il semblait satisfait. « Je t'avais dit que tu reviendrais », lui dit-il depuis la fenêtre du conducteur. Sa voix était calme. « Le monde extérieur n'est pas fait pour nous, Anita. Il est sale. Il est cruel. Le seul endroit où tu es en sécurité, c'est avec moi. » Il lui ouvrit la portière côté passager. Une invitation, pas un ordre. Et c'était ce qu'il y avait de plus terrible. « Je suis monté dans la voiture », raconte Anna. « Et à ce moment-là, j'ai capitulé. Pas devant lui. J'ai capitulé devant le monde. J'ai compris que la cage, au moins, était un endroit familier. » Le trajet du retour s'est déroulé en silence. Une fois arrivé à la maison, Ricardo a fait quelque chose qu'Anna n'aurait jamais imaginé. Il l'a prise dans ses bras. « Merci d'être revenu », lui a-t-il murmuré à l'oreille. « Merci de m'avoir prouvé que j'avais raison. » Et ce fut la victoire finale du monstre. Non pas la soumettre par la force, mais lui faire croire que sa capitulation était la seule option logique. À partir de ce jour, Anna devint une prisonnière consciente, une complice de sa propre condamnation. Puis vint le pacte final, le choix impossible. La nuit où Ricardo, lassé de sa résistance passive, lui a donné le choix entre son corps et celui de sa fille. « J'ai choisi pour elle », sanglote Anna. « Chaque nuit, je choisis pour elle. Et chaque nuit, je meurs un peu. Mais elle dort. Parfois, je l'entends même rire dans ses rêves. Et grâce à ce son, grâce à ce petit rire qu'il n'a pas encore réussi à lui voler, je suis capable de brûler dans n'importe quel enfer. Le sacrifice d'Anna est la couche la plus profonde et la plus douloureuse de cette horreur. Un acte d'amour tordu et désespéré, né d'un manque total d'options. Le silence dans la cuisine est total. Il n'y a plus d'histoire à raconter. Toutes les couches de la blessure ont été exposées. Je regarde Luna, qui s'est rendormie sur les genoux de sa mère. Son visage, dans son sommeil, est paisible. Une paix fragile. Une trêve qui ne durera que jusqu'à la nuit prochaine. Je me lève. Je ne peux pas respirer correctement. J'ai besoin d'air. D'air qui ne soit pas pollué par des décennies de douleur. Anna m'accompagne jusqu'à la porte. « Pourquoi m'avez-vous appelé ?» lui demandai-je finalement. « Parce que vous n'êtes pas policier.
Vous n'êtes pas avocat, vous n'êtes pas juge, répond-elle. Vous racontez des histoires. Et cette histoire, je ne voulais pas qu'elle meure ici, avec moi. Je voulais que quelqu'un sache que Luna a existé, que nous avons existé. Elle ne voulait pas de justice, elle voulait un témoin. Avant de partir, elle me tend un bout de papier plié. « Je l'ai trouvé sous votre oreiller », dit-elle. Je l'ouvre plus tard dans ma voiture, loin de cette maison. C'est le dessin de Luna. Celui que Sophia m'avait décrit au téléphone lorsqu'elle m'avait contacté, sous un faux nom, pour me donner le premier indice de cette histoire. L'enseignante n'avait jamais complètement abandonné. Elle avait simplement changé de stratégie. La maison s'emporte. La petite fille, la mère, le lien qui les unit. Et surtout, le soleil. Un soleil furieux, dessiné avec une telle force qu'il déchire presque le papier. Jaune, orange, rouge. Un soleil qui n'est pas un objet céleste. C'est une explosion. C'est un cri de couleur dans un monde de gris. C'est la preuve que, même dans l'obscurité la plus totale, l'esprit humain refuse de s'éteindre complètement. Il se bat, il résiste. Et dessine des soleils. Cette histoire ne se termine pas par des sirènes et des arrestations. Ricardo est toujours dans cette maison. Le clan existe toujours. Le système continue de bâiller. Mais aujourd'hui, le silence a été brisé. Cette histoire, qui vivait prisonnière dans une maison au pied d'une colline, est désormais libre. Et elle est dans l'air, dans vos oreilles, dans votre conscience. Nous ne pouvons pas sauver toutes les lunes. Nous ne pouvons pas abattre tous les murs. Mais nous pouvons refuser d'être complices du silence. Nous pouvons écouter. Nous pouvons raconter leurs histoires. Nous pouvons nous assurer que leurs soleils, aussi petits et fragiles soient-ils, ne cessent jamais de briller. Je suis Matteo Del Valle. Et rendez-vous dans la prochaine Réalité interdite.